something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format consacré à la saga James Bond. Et ça y est, nous voilà enfin arrivés à l'ère Daniel Craig, que l'on entame comme il se doit avec Casino Royale, sorti en 2006. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal. Salut Alex. Bonjour Thibaut. Alors, dans le dernier Vodka Martini, on avait clôturé la période Pierce Brosnan avec Meurt un autre jour, une espèce de best-of complètement crétin qui ferait presque passer Moonraker pour un modèle de sobriété. Oh, joli. Mais justement, comme après l'épisode spatial de Roger Moore qui avait été suivi par un Rien que pour vos yeux beaucoup plus raisonnable, la volonté des producteurs après Meurt un autre jour, c'est de revenir là aussi à quelque chose de plus terre-à-terre et de plus sobre. Et alors, comme on est en plein dans la mode au préquel et au reboot, c'est à cette époque-là que sort par exemple Batman Begins, ils décident de remettre les compteurs à zéro en revenant littéralement à la source de la saga James Bond et en rebootant carrément la franchise, Alex. Oui, et puis pour rebooter la franchise, quoi de mieux que de prendre le tout premier roman écrit par Ian Fleming en 1953, Casino Royale, donc, qui donne le nom au film. Il y avait eu en fait des deux premières adaptations, un téléfilm en 1954 et puis ensuite un long métrage qui était plutôt une comédie ouais. Qui annonçait les Austin Powers à venir, sorti en 1967. Et en fait, tout le souci, il est là. C'est pour ça en fait que EON Productions n'avait pas adapté Casino Royale jusque-là, jusqu'en 2006. C'est parce qu'il y avait des problèmes de droit et qu'en fait c'était la série de 1954 et ensuite les producteurs du film de 67 qui détenaient les droits de ce bouquin particulier. Et puis finalement ça se décantera. Et puis EON Productions pourront adapter ce Casino Royale-là parce qu'ils ne l'avaient pas encore fait. Donc tant mieux. Il y a cette volonté d'hommage du coup à la saga, de retour aux sources. Et puis quand même ce regard vers l'avenir. Et puis c'est cette volonté en fait de faire évoluer la saga et surtout le personnage. On réengage ici Martin Campbell qui avait fait justement le succès du début de la période Pierce Brosnan, avec GoldenEye. Et puis comme on sait que c'est quelqu'un qui est doué, qui sait non seulement faire un film d'action et d'espionnage et un blockbuster, et en plus qui a déjà adapté un James Bond, c'est lui qu'on engage ici. Mais alors, l'acteur... Mais alors là, par contre, oui, c'est ça. Qui dit reboot dit aussi nouvel acteur. Parce que Pierce si on Brosnan, revient aux origines, on ne peut pas réengager Pierce Brosnan qui a dépassé la cinquantaine. Effectivement, parce que là, on veut vraiment parler d'un James Bond rajeuni qui est au tout début où il se fait engager en tant que double zéro et puis quand il obtient cette licence-là et ce permis de tuer. Donc, du coup, on va se tourner vers un autre acteur en la personne de Daniel Craig, qui s'est fait remarquer dans Layer Cake, Tomb Raider ou Les Sentiers de la Perdition, et puis qui est en ce moment en train de tourner Munich avec Spielberg, et puis qui est dans les viseurs vraiment des producteurs, Barbara Broccoli et Michael Wilson, et qui a cette particularité déjà d'être blond, ce qui fera crier tout le monde. L'annonce de Daniel Craig, ça provoquera un tollé chez les fans et dans la presse. Il est trop blond, trop musclé, trop petit. Pas assez beau, ce sera assez terrible. Ouais, et puis il a ce côté aussi très réservé. Où moi j'ai regardé encore là il y a pas longtemps, je suis revenu sur le moment où on annonce que c'est Daniel Craig, mais lui il était pétrifié quoi, c'était hallucinant. Et puis il y a de quoi, parce qu'on n'imagine pas la pression que c'est de réendosser le rôle. Pression de fou, puis surtout à cette époque-là. Et puis finalement donc on l'engage lui, puis ce sera vraiment quelque chose de génial parce que c'est un excellent acteur, un excellent Bond surtout, et qui va participer à ce changement de ton qu'il y a dans Casino Royale et cette volonté vraiment de travailler sur retour aux sources, et ce changement de ton est là pour travailler le personnage de James Bond. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le roman Casino Royale, c'est que le cadre même de l'intrigue, c'est parfait pour reconstruire le personnage, puisque pour poser le pitch, donc ça se passe dans un casino, comme le titre l'indique, puisque Bond doit gagner une partie de poker contre le chiffre, qui est le banquier des terroristes. Mm-hmm. Et donc, ils vont s'affronter aux cartes. En fait, la grande partie du combat entre ces deux personnages se déroule autour d'une table. Et le poker, c'est le lieu du
jeu, du bluff, là où on doit lire l'adversaire. Donc c'est parfait pour réinterpréter le personnage et pour mettre les compteurs à zéro. Et donc, comme à chaque nouvel acteur, pour proposer une nouvelle vision du personnage. Effectivement. Et là, on est plutôt dans la continuité de la violence d'un Timothy Dalton et de la brutalité froide en fait et sèche d'un Timothy Dalton. Qui nous est montré dès le début dans cette introduction en noir et blanc où justement James Bond vient d'acquérir sa plaquette, son matricule en fait de 00 et son permis de tuer. Il y a le montage alterné mais qui est génial, quelle plongée dans le film. Montage alterné entre un dialogue nerveux en fait entre lui et sa proie et puis un mano à mano des plus violents qui soit de toute la saga dans une salle de bain où il éclate la gueule d'un mec contre un lavabo et contre des chiottes. On voit en fait en parallèle ces deux meurtres qui lui donneront justement le statut de 00. Effectivement, tout à fait. Et ça, c'est parfait pour placer le personnage. Donc, très violent et bodybuildé aussi. On aura l'occasion de nous le montrer à travers une scène où il sort de l'eau, tel Ursula Andress dans Dr. No. Inversion des rôles. Exactement. Donc, vraiment, Daniel Craig, il incarne en fait cette bête brutale et puis cet être aussi fragile, à la fois plus rajeuni, donc on l'a dit, et plus humain, avec vraiment des failles où James Bond va se tromper. Et puis ce côté... Là où c'est pour ça que je le compare vraiment à Timothy Dalton, ça m'a fait penser à Permis de tuer où on a cette impulsivité en fait et où il se laisse gagner par ses émotions. Ouais, dès son arrivée dans le casino, il va directement griller sa couverture parce qu'il est tellement sûr de lui qu'il pense que ça vaut pas la peine d'endosser un faux nom. C'est vrai qu'il fonce tête baissée la plupart du temps. Il va pêcher justement par son égocentrisme et son arrogance en fait, lié finalement au manque d'expérience et à la jeunesse que doit incarner l'agent Daniel Craig. Donc, il va se faire notamment engueuler par M aussi, incarné à nouveau par Judi Dench, qui va vraiment incarner cette mère en fait autoritaire envers Bond, qui a, et cette relation un peu amour-haine entre les deux, où donc elle va le critiquer assez violemment d'avoir tué un homme des renseignements, en lui disant là vous venez clairement de pécher par votre assurance en fait qui déborde. Il démarre le film quand même en flinguant une ambassade, oui, exactement. ce qui est la pire faute diplomatique possible. Un bordel monstre, quoi. Effectivement, t'as raison. Et ensuite, il va perdre aussi à un moment donné au poker par justement cette abondance aussi de confiance en lui. Donc il y a tout ça autour du personnage et on a aussi un Bond, donc je le disais, qui va montrer ses failles et donc qui va pêcher par égocentrisme et arrogance et aussi qui va pêcher par amour. Voilà, parce qu'il y a effectivement beaucoup de Timothy Dalton dans le James Bond de Daniel Craig, mais on retrouve un petit peu de la sensibilité et du romantisme de George Lazenby, puisqu'il y a dans ce film-là aussi, comme dans Au service secret de Sa Majesté, une histoire d'amour tragique qui va pouvoir explorer la partie humaine de Bond. C'est ça, histoire d'amour tragique et réelle histoire d'amour. C'est-à-dire que même si on a vu à travers les films qu'un Sean Connery pouvait gentiment tomber amoureux d'une James Bond girl, que Roger Moore ou Pierce Brosnan pouvait aussi par moments se laisser aller avec des sentiments qui pouvaient réellement s'exprimer, que c'était pas juste le tableau de chasse habituel. Là, vraiment, on colle à l'incarnation de George Lazenby dans cet être un peu fragile qui va vraiment tomber amoureux d'une femme, et là qui est Vesper, qui est donc la comptable en fait du MI6 qui l'accompagne pour cette partie de poker pour lui donner 10 millions de livres à mettre sur le plateau, incarnée donc par Eva Green, la vénéneuse Eva Green, qui a aussi cette ambiguïté, que ce soit dans l'incarnation ou dans l'écriture du personnage, où on se doute qu'il y a quelque chose, mais James Bond lui est aveuglé en fait par cet être assez beau et qui lui résiste aussi, cette fille très très belle qui va lui résister à ses charmes au début et dont il va tomber éperdument amoureux jusqu'à ce que... Attention, spoiler, j'imagine. Oui, effectivement, voilà, jusqu'à ce qu'elle meure, on peut le dire, comme dans Au service secret de Sa Majesté, et où que là, ça va avoir un impact direct, en fait, sur le James Bond, sur le drame, en fait, humain lié à ce personnage-là, qui va ensuite découler, donc on va comprendre la brutalité et la violence. C'est l'acte fondateur du personnage, finalement. Il a perdu la seule femme qu'il a aimée, donc ça se passe avant Au
service secret de Sa Majesté dans l'ordre chronologique, et donc on comprend du coup son rapport avec les femmes par la suite. Effectivement. Et donc tout ce retour aux sources-là, en fait, vraiment au personnage, au cœur en fait du personnage écrit par Ian Fleming, et donc cette intrigue qui tourne autour de lui et qui va essayer de le développer, où on va pour une fois construire réellement ce personnage et le rendre humain, attachant et dramatique. C'est une réussite totale en fait dans ce film-là, parce que je trouve on revient à une simplicité de scénario. C'est lié totalement au bouquin. Hein. Ah oui, mais c'est vrai qu'on est très loin des égarements de Meurt un autre jour. Ah là. bah alors là, totalement. Et on a une limpidité de scénario, une efficacité de rythme dans le déroulement de l'intrigue. On a en fait un vrai film d'espionnage, et de personnages aussi pour le coup. Oui, même si c'est vrai qu'on éclipse quand même une bonne partie des fondamentaux de la saga, puisque on n'a pas du tout de gadget, on ne voit pas du tout Q, Moneypenny n'apparaît pas non plus, il faudra attendre Skyfall pour ça, et on garde vraiment le strict nécessaire, James Bond, voilà, les principaux éléments. L'Aston Martin, le vodka martini, qui seront d'ailleurs détournés aussi. C'est ça qui est assez drôle, c'est que l'Aston Martin, James Bond au tout début du film va défoncer en fait une portière d'Aston Martin, et puis on va le dire clairement, ou le vodka martini, ou au moment où en fait il a perdu sa partie de poker, avant de se refaire, hein, bien entendu, on connaît la suite, il va commander un verre de vodka martini au bar, et puis le serveur lui demande alors au shaker ou à la cuillère, et il lui dit mais qu'est-ce que ça peut me foutre quoi. Donc il y a cette volonté aussi de s'affranchir un peu de ces codes-là pour se dire ok, là on va faire vraiment retour à la base de la base, au roman de Fleming, un film d'espionnage et de personnages comme je disais, et c'est simple, on va juste remonter la trace du boss en fait. Ouais, c'est vraiment un film qui mise plus sur le suspense que l'action. Il y a une vraie enquête pendant toute la première partie en tout cas. Effectivement. Et on va passer ensuite d'un sbire à un autre, en fait, de le chiffre et d'un indice à un autre, avant de remonter la piste et d'arriver avec ce climax qui est l'affrontement au poker. Et là aussi, mais quelle prouesse vraiment, alors visuelle aussi, mais de narration, d'arriver à nous faire ressentir cette tension immense à travers une partie de poker. Ça pourrait être tellement plan-plan, ça pourrait c'est tellement... quand même une grosse partie du film. C'est toute la deuxième partie. Hein. Mais là, déjà, un des avantages, je pense, c'est que contrairement au précédent, encore une fois, à Meurt un autre jour, c'est qu'on a, je pense, un des meilleurs méchants de la franchise, qui est le chiffre. Mads Mikkelsen. Non mais incarnation incroyable, là aussi, d'ambiguïté comme ça, de mystère. Et avec sa petite particularité cosmétique aussi, sa cicatrice et ses larmes de sang. Ouais, et les larmes de sang, ça aussi c'est une très belle idée visuelle. Ça, je me demande d'ailleurs si les larmes de sang, c'était dans le bouquin, tu vois. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est un ajout. Ouais. Et du coup, on a vraiment un affrontement psychologique là, à cette table de poker qui est très efficace tout du long. Parce qu'il y a aussi énormément de rebondissements. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a déjà James Bond qui perd avant de se refaire grâce à son ami Felix Leiter, parce qu'on a on le fait réapparaître. Merci, on fait réapparaître cet agent de la CIA iconique de la saga, le pote américain de James Bond, si on veut. Et donc, on a tous ces rebondissements-là, on ressent vraiment les sueurs froides que peut ressentir James Bond, qui mouille littéralement la chemise. D'ailleurs, ça me permet de dire, à travers une scène magnifique de romance où il va dans la douche, en fait, avec Vesper, qui est toute choquée parce que lui, il vient de tuer deux malgaches, tu vois, qui allait foutre la merde avec le chiffre, et puis qui a du sang sur les mains, et puis ils vont se retrouver les deux sous la douche. Enfin bref, je m'égare un peu là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est une jolie scène magnifique. Qui creuse un peu plus le personnage. Effectivement, et sa relation donc. Et il y a plein de rebondissements comme ça à travers cette partie de poker. Il y a le moment où il se fait surprendre justement par ses assaillants malgaches, ce qui donne lieu à une scène mano à mano dans l'escalier, mais complètement incroyable. Là aussi, en termes de montage, d'efficacité et de tension dramatique, puisque ils dévalent les escaliers petit à petit, et il y a Vesper qui est avec eux, donc elle risque aussi gros que James Bond qui essaie de la protéger. Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a le moment où James Bond se fait empoisonner aussi, où il manque de mourir. Il essaie de se réanimer lui-même avec un défibrillateur, avec le MI6 au téléphone. Enfin, plein de trucs complètement fous comme ça, de rebondissements, qui fait de cette partie de poker vraiment mais
un moment incroyable de cinéma et un moment sublime dans la saga James Bond. Et d'ailleurs, puisque tu parles de cinéma, une des grandes qualités du film, c'est que là aussi, contrairement à une grosse partie de la période Brosnan, on a quand même un vrai metteur en scène derrière la caméra, Martin Campbell, qui est pas forcément un génie non plus, mais qui a aussi l'intelligence de pas non plus faire exactement la même chose que sur GoldenEye. On sent qu'il a un peu affiné son style depuis. Et on sent surtout que aussi la production de blockbusters et le style des blockbusters de l'époque a évolué et que Jason Bourne est passé par là. Bah complètement. Déjà dans cette scène qui ouvre pas celle qui ouvre le film, pardon, pas l'après-générique, mais celle qui suit le générique de Casino Royale. À Madagascar. La poursuite à Madagascar. Mais là, c'est du pur Jason Bourne, où on est dans l'ambassade, comme tu dis, et puis à travers des affrontements de flingues, on a James Bond, on a une course-poursuite à pied où James Bond va poursuivre littéralement un Yamakasi, quoi, un cascadeur français ils qui font fait du du parcours dans un chantier, sur une grue. Échafaudage, la grue, et puis Daniel Craig, là aussi, a totalement incarné son rôle, puisqu'il n'est pas doublé. C'est lui qui était perché à 60 mètres de haut en train de combattre contre cet acteur français. Donc, il y a vraiment là une tension aussi, et puis dans le montage, une efficacité assez redoutable qui fait que je trouve... C'est pas spécialement... Ouais, c'est peut-être négatif par rapport à GoldenEye, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec GoldenEye, Martin Campbell faisait un téléfilm de très bonne facture. C'est un peu péjoratif, je sais, mais là, Casino Royale, il fait du cinéma, quoi. Oui. Enfin, c'est ça, je trouve, le cap, en fait, qui est passé. C'est-à-dire que GoldenEye, c'est très efficace, mais il n'y a rien de très mémorable. On sent que sa mise en scène a évolué depuis, ça c'est clair. Là, toutes les scènes sont mémorables. Je parlais de la scène de l'escalier avec les Malgaches. Il y a aussi la voiture qui fait des tonneaux à n'en plus finir au moment où James Bond manque d'écraser Vesper qui a été posé au milieu de la route par ses assaillants. Enfin, toutes ces choses-là qui fait que Casino Royale, je l'ai revu dernièrement et je m'en souvenais comme si c'était hier, de chaque scène en fait. Il y a cette scène aussi à l'aéroport, cette poursuite dans un camion complètement folle où James Bond, par ruse, va aussi placer une bombe sur son assaillant, et puis au moment où le méchant explose, James Bond va sourire, et ça rend aussi le personnage hyper brutal et sanguinaire. Donc il y a toutes ces choses-là, et il y a aussi dans les choses très mémorables et dans le côté très sombre et très cru qui est donné à la franchise, le virage qui est pris ici avec Daniel Craig, il y a bien entendu cette scène de torture. La chaise trouée. La chaise trouée, il se fait latter les couilles par le chiffre. Littéralement. Et il refuse de céder jusqu'au bout, quoi. Il lui balance des vannes, et donc jusqu'au bout, même proche de la mort, même lorsqu'il est clairement sur le point d'être émasculé, il continue taré, à balancer des vannes, quoi. C'est ça. Ah, ça me gratte un peu plus à gauche, gratte un peu plus à gauche, vas-y. Jusqu'au bout. Ouais, exactement. Et le chiffre aussi, enfin, c'est un duel complètement fou à ce moment-là. Et puis dans le jeu en fait du poker, dans l'affrontement à travers le jeu, là aussi c'est quelque chose vraiment de fondamental dans la saga, et puis qui nous rappelle Goldfinger avec cet affrontement par le golf, ce combat de coq, si on veut. Et puis rappelons que dans Dr No, James Bond apparaît pour la première fois à une table de poker aussi. Oui, donc c'est vraiment un élément. My name is Bond, James Bond. Et puis là, on devra attendre la toute fin du film pour que Daniel Craig, calache en main, regarde son assaillant par terre en lui disant voilà, My name is Bond, James Bond. The name is Bond, James Bond. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là uniquement que le thème musical de James Bond apparaît, puisqu'il n'est pas du tout présent dans le film avant ça. Et c'est ça qui est sublime dans ce film, parce que c'est un film parfait de comment on appelle ça, pardon, pas de backstory, mais qui pose en fait un film d'origine story, qui construit, exactement, l'origine story parfaite, où voilà, on t'a construit le personnage et on te l'a placé pendant 2h15, et puis là, My name is Bond, James Bond, fin à suivre. Et puis bon, malheureusement, la suite, ce sera Quantum of Solace, qui est quand même vraiment de moins bonne facture. Oui, ça peut dire, oui. Ouais, quand même. Mais bon, Casino Royale, tout ça pour dire, c'est un très grand film, et je pense, à titre personnel, que ça doit être l'un de mes préférés sûrs, mais peut-être le préféré de toute la saga. Donc, c'est dire à quel point j'affectionne ce Casino Royale-là.
En tout cas, je crois qu'on l'a bien compris. Ce qui est clair, c'est que clairement, le film donne le coup de jeune qu'il fallait à la saga et lance plutôt bien la période Daniel Craig. Comme on l'a dit, pour la suite, ce sera un peu plus compliqué. Mais on va passer outre Quantum of Solace et enchaîner la semaine prochaine avec Skyfall. Dans l'immédiat, merci d'être venu nous parler de ce Casino Royale, Alex. Merci Thibaut. On se retrouve tout bientôt. En attendant, vous pouvez réécouter tous les autres épisodes sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.